Chers amis, bienvenue. Voici une nouvelle rencontre. Ravi de vous accueillir avec une personnalité qu'on avait très envie de recevoir sur ces canapés d'ABC pour évoquer la femme qu'elle est, la femme engagée également, la militante, la curieuse pathologique. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans son livre et son livre il est ici. C'est un très très bel ouvrage aux éditions XO, Le présent est mon refuge. Et s'il y a bien évidemment une thématique qu'on aborde régulièrement sur la chaîne, c'est le présent. L'instant présent. Véronique Jeannot est là. Bonjour Véronique. Bonjour. Quel bonheur de vous accueillir. Avec ce petit chien qui est Oui, d'un ce calme, gros chat. qui est d'un Oui, qui est calme olympien. qui tient moins de place qu'un Oh, petit. ma chérie. Magnifique. Merci d'être avec nous. Ben, c'est un plaisir. Et merci également d'oser. Est-ce que vous auriez pu écrire ce livre il y a 10 ou 15 ans en arrière, avec les mêmes propos et le même contenu? Forcément non, parce que c'est toujours un livre d'expérience, en fait, de vécu. Donc, à chaque fois que je découvre des choses, que je vis des choses, que j'en tire des leçons, j'ai envie de les partager. Parce que je me dis, si moi, elles m'ont aidé, elles peuvent aider. Mais est-ce que ce aider contenu aurait pu être, comment dirais-je, toléré peut-être ou accepté par l'ensemble de ceux et celles qui vous suivent, de la période que nous vivons ou que nous aurions vécu il y a 15 ou 20 ans? Je pense que ça fait un certain temps que malgré tout, qu'il y a un malaise de société, Oui. on dirait, que les gens ressentent oui, un mal-être dans une société de consommation qui n'est pas forcément fait pour le bonheur de l'être, on va dire. Donc oui, je pense qu'il y a 10 ans, ça passait. Il y a 20 ans ou 30 ans, probablement que ça aurait été reçu différemment. Mais reçu, pour autant, oui, parce que ça fait longtemps qu'on est qu'on vit un rythme qui nous est imposé et qui n'est pas fait pour notre bien-être, on va dire. Bon, on va parler évidemment de son contenu. C'est très éclectique et on passe en revue tous ces sujets qui vous passionnent, qui vous habitent complètement. Oui. On parle de santé, de médecine douce, de religion, de philosophie de vie, de spiritualité, de méditation évidemment, du bonheur, de la gratitude, synchronicité, les pardons, la vie, les médias. Pouah, de votre vie? Oui, de ma vie, voilà, de tout ce que je peux vivre, de tout ce à quoi je peux être confrontée, des rencontres passionnantes que je fais, parce que c'est une chance. Quand on est connu et qu'on est curieux, il y a des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement. Donc ça me permet d'aller poser des questions, d'aller gratter un petit peu plus profond et d'apprendre des choses absolument passionnantes. Et alors, ce qui est très très bien aussi, et moi j'aime beaucoup dans les ouvrages comme ça qui sont presque autobiographiques, il y a de très belles photos à l'intérieur. Oui. Vous avez connu les plus grands. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître les plus grands. J'ai connu beaucoup de monde. Bah oui, ça fait un certain temps. Non, je ne veux pas être désobligeant, mais le fait est que vous avez connu les plus grands. Oui. Vous avez tourné avec les plus grands, vous avez collaboré avec les plus grands. Et ces photos, évidemment, sont très agréables, cet album photo. Ça rappelle plein de souvenirs, oui. Ça rappellera forcément plein de souvenirs à plein de gens. Et puis, il y a des photos de pause café aussi, parce que j'en ai jamais mis. Et pour tellement de monde, pause café, ça a été tellement magique et c'est un tel souvenir. Mais vous savez quoi, je ne voulais pas aborder pause café, je vais vous dire pourquoi. Je me suis dit, on doit tellement la fatiguer avec ça. C'est impossible de ne pas l'aborder. C'est impossible. Parce que je dirais, en plus, c'est tellement d'actualité, pause café. C'est tellement d'actualité. C'était en avance sur son temps. Il y a même des sujets qu'on abordait qu'on aurait, pour le coup, même pas pu aborder aujourd'hui. Ça, c'est sûr. En tout cas, avec un œil différent et certainement une forme de censure sur certains sujets à tous les coups. Donc, il y avait plus de liberté à l'époque. Il y avait plus de liberté. C'était moins compliqué, ben oui. C'était moins compliqué, c'était plus joyeux, c'était plus libre. Quoi qu'on en dise, il y avait quand même, c'était beaucoup plus libre. Et on se permettait beaucoup de choses. Oui, c'est clair. Mais il y avait moins d'ingérence aussi de la chaîne. Les producteurs étaient encore des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des prestataires de services avant tout. C'est les prestataires de la chaîne. Quand on vous entend comme ça, est-ce que vous avez la nostalgie de cette époque? Ah oui, complètement. Ah oui? Complètement. La nostalgie, oui. Le regret de cette époque, oui. Mais pour autant, je ne m'y complais pas. Je ne suis pas à dire, oh là là, c'était... Non, parce que j'avance et que je découvre d'autres choses et que j'ai la chance de ne pas avoir de peur. Donc, il y a une expérience à tenter, comme Demain nous appartient. Et ben, j'y suis allée. Alors, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu connaître, mais qu'en même temps, c'est une expérience formidable et que je ne regrette surtout pas de l'avoir faite et de continuer à la faire, parce que j'ai rencontré des gens formidables. J'ai découvert aussi qu'il y a un nombre incalculable d'auteurs qui sont pleins de talent, parce que faire une quantité d'arches comme ça, parce que c'est quand même, on fait 20 minutes jour quand même. Oui, c'est sur TF1, c'est la série dingo. Demain nous appartient. C'est dingo. Donc voilà, mais c'est beaucoup de bonheur. Donc toujours pareil, moi je dis à partir du moment où on sait où on met les pieds,
tout va bien. Juste pour refermer la petite parenthèse de Pause Café, cette série culte des années 80, il y avait Marc Lavoine dans Pause Café. Oui, il y avait Marc Lavoine, il y avait Benoît Magimel, Clovis Oui. Cornillac. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez été un fantasme vivant pour toute une génération? Oui. Non mais moi je vous le dis, hein. Vous avez été un fantasme vivant pour toute une génération d'ados qui se sont dit waouh, Pause Café, c'était quand même, vous étiez la personne qu'on aurait aimé avoir. Oui, oui, à un moment, j'étais la petite fiancée des Français. Complètement. Ouais, c'était, Ouais. voilà, on Vous me voyait aviez- comme petite amie, comme confidente, comme Exactement. belle-fille, comme Vous avez assumé ça? c'est-à-dire, oui, complètement en fait. J'en étais pas forcément même consciente à ce point-là. Mm. J'en ai pris conscience avec le temps. Mm. Et quand les gens sont venus me parler. Mais ce dont j'ai surtout pris conscience, c'est de l'importance qu'avait eu Joël dans la vie de tellement d'ados qui Absolument. étaient en perte de repères et qui perdaient pied et qui se raccrochaient en fait à ce feuilleton, à cette écoute Mm. que pouvait avoir cette femme qui représentait la loi, Mm. mais qui pour autant les aidait parce qu'elle contournait ces lois. Donc, et qui avait tellement besoin d'une écoute et qui se raccrochait à Joël et donc à Pause Café, mais d'une façon dont j'ai pris vraiment conscience plus tard, quand il y a des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont dit, évidemment, vous ne pouvez pas le savoir, mais vous m'avez sauvé la vie. Je C'est pensais puissant. pas que c'est... Oui. C'est Ah, mais puissant. moi, ça m'avait... La première fois qu'on m'a dit ça, franchement, ça m'a amené les larmes aux yeux, parce que j'imaginais pas ça une seconde. Ouais, ouais. On ne peut Et pas cette imaginer. série, si on la transpose en 2023, Elle a est- sa place, elle a sa place à 200%. 200%, c'est clair. Ouais, ouais. Alors, alors, le Toubib, Oui, Alain Delon, oui. film absolument magnifique, une fin terrible, moi ça Terrible. m'a traumatisé. Hein. Oui, je sais, ça a traumatisé ça a beaucoup de gens. traumatisé toute une Ouais. génération. Là aussi, on ne va pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais vous avez du retard. Il faut regarder ce film qui est absolument incroyable. Et effectivement, la fin est terrifiante. Et ça m'a, mais vraiment, à l'époque, je revois encore la scène. Alors pour moi, il y a une scène qui est pire dans ce que j'ai tourné. C'est la scène que j'ai faite dans Tir groupé Ouais. avec Gérard Lanvin, où je me fais tabasser dans le métro. Pour moi, cette scène est plus violente Ouais. que celle d'Harmonie qui meurt effectivement victime d'une bombe dans un temps de guerre. Alors que là, c'est une jeune fille qui rentre de son travail dans le métro et qui est en train de lire tranquillement et qui se fait agresser par des voyous et qui en meurt. Et en plus, cette scène a été d'une telle violence, Sans réellement, doute, mais réellement, sans doute. à tourner. Ma mère n'a jamais pu la regarder. Pour la J'imagine. confidence, ma mère n'a jamais pu regarder cette scène. Vous parlez de Avec- votre maman dans ce livre. Ah Et il oui, y a les photos de votre maman dans ce livre, l'élégance de votre maman Oui. dans ce livre également, que j'ai trouvé absolument magnifique. Et vous dites pour ce livre, il faut parler, il faut partager pour amener un maximum de gens à se rapprocher d'eux-mêmes, de leur profondeur, de leur être profond, de leur véritable être, prendre conscience de qui nous sommes dans ce monde, malmenés par nos indifférences et nos incertitudes, nos émotions et nos peurs de Ouais. toutes sortes, et faire l'expérience de cette perception d'ouverture au monde qui est nécessaire. la peur. La peur, La peur. Vous en On est parlez. dans un contexte, Et vous j'en en parle parlez. forcément bien beaucoup. sûr. On peut pas ne pas. En plus, alors, déjà, quand je l'ai écrit, il y avait voilà, période Covid qui était passée. La peur est quand même rentrée dans notre quotidien. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est compliqué d'être serein. Mm. C'est très compliqué. Vous vous Donc, coupez des chaînes d'information? je n'écoute plus les informations. Je l'ai dit, donc forcément. Mais non, parce que je j'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Évidemment, je suis au courant. Comment ne pas l'être? Et il faut Bien sûr. surtout être au courant. Mais il y a plusieurs façons d'être au courant. Et les chaînes, voilà, l'information du plus grand média, on va dire, recherche trop l'image choc, la voix, la vidéo la plus terrible, la plus. Et c'est de toute façon un drame. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, c'est un drame absolu. Voilà, je ne veux même pas prendre Oui, ni bien sûr. parti ni rien, je ne suis pas même d'en parler. Donc je m'abstiens, mais de toute façon, c'est une horreur. Alors on va parler, allez, on parle Donc de votre forcément, on de dit, cet ouvrage. oui, mais non, on peut pas être totalement, mais on peut pas être serein totalement, parce on peut pas être inconscient, Mm, mm. mais on peut rester en paix en soi. Ça, on peut, et c'est
important. Je dirais même c'est capital parce qu'on ne peut pas se laisser gagner par quelque chose, malheureusement, contre lequel on ne peut rien. Mais au moins essayer d'avoir la vue la plus juste possible. Et pour avoir la vue la plus juste possible face à des événements, face à des rencontres, face à tout, à une information, quelle qu'elle soit, il faut essayer d'être le plus en équilibre et le plus en paix pour avoir cette vue objective des choses et des situations. Ouais. Alors, l'instant présent, et vous vous réfugiez dans cet instant présent, c'est d'ailleurs le titre Ouais. de cet ouvrage, et il est fortement question de méditation Mais dans oui, ce livre. bien sûr. C'est là où vous vous retrouvez? C'est là où je me retrouve et c'est là où on prend conscience de qui on est. Parce que tout d'un coup, on prend le temps de s'entendre respirer, Mm. on prend le temps de sentir toutes ces pensées qui tout d'un coup montent, et en se disant non, 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 il faut les laisser monter. Le but, c'est de ne pas s'accrocher. On ne peut pas empêcher les pensées de monter, surtout quand on n'a pas l'habitude de ça. Mais il ne faut surtout pas s'y accrocher. Il faut se dire, voilà, c'est comme des petites bulles. Et puis petit à petit, elles montent, moins nombreuses, de moins en moins fortes. Et puis, il y a comme une boue qui finit par se déposer. Et tout d'un coup, on ressent une paix, mais qui est tellement agréable. On vit dans un monde de fous, il faut quand même le dire. Et on est pressé, on est sous pression permanente. C'est pas pour rien qu'il y a autant de burn-out, qu'il y a tellement de stress que les gens ne savent plus comment bien vivre. Mm. Il y a beaucoup de mal-être sur cette terre, beaucoup, beaucoup. Et pas forcément parmi les gens les plus pauvres. C'est parce que moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et je suis allée dans des pays qui étaient vraiment dans un grand état de précarité, Oui, qui n'avait rien. qui n'avaient rien, mais pour autant qui étaient en paix, Eh oui. qui avaient une espèce de sérénité, un sourire. Donc ça ne dépend pas des moyens pécuniers, je dirais. C'est peut-être parce que C'est nous bien avons autre tout. chose. C'est peut-être parce que nous avons tout que nous sommes justement dans Oui, cette on a été habitué à situation. avoir beaucoup de choses. Ouais. Donc dès qu'il y a un élément comme ça qui manque, et puis on a surtout été sollicité toujours vers le plus, vers avoir plus. Et moi, je prêche pour la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, parce que je pense qu'il faut s'habituer à avoir moins. Et alors, bien sûr, vous me direz, oui, oui, c'est facile, tu as une belle maison à la campagne, tout va bien et tout. Oui, mais pour autant, j'ai ça à l'esprit. C'est que je sais qu'on va devoir s'habituer à vivre avec moi. Ça a déjà commencé. Hein. Euh, et et c'est pas pour ça qu'on sera moins heureux. C'est ça qu'il faut. C'est cette peur-là qu'il faut. La peur du manque, la peur de manquer. L'important, c'est d'être bien avec soi, c'est d'être bien avec les gens avec qui on est et d'arriver à trouver un rythme de vie sur lequel on est cohérent. Vous savez, c'est terrible parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, le timbre de voix que vous avez, j'entends Désir, Désir avec Laurent Voulzy. Je vous jure que c'est vrai. C'est terrible. Il y avait celle-là et la chanson avec les avions là. Aviateur. Oh, ah, oh, Ah bah là là. oui. Ah waouh. C'est magnifique. Ah oui. Moi j'adore. Bon bref, c'était une petite parenthèse comme ça. Dans votre livre, Non mais c'est une parenthèse qui va s'ouvrir pour moi dans relativement peu de temps, en 2024, parce qu'on m'a demandé de faire, de participer sur 3 concerts au Hit 80. Donc je vais vous allez le chanter, faire? je vais chanter le générique de Pause Café, Aviateur, Désir, Désir. J'ai dit oui. Oh, magnifique. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai jamais chanté sur scène. Et j'ai toujours chanté en playback avec Laurent. C'est l'époque du playback. Bien Hein. sûr, bien sûr. Désir, Désir. Et c'est peut-être une des seules expériences que j'ai pas faites. Alors j'ai dit oui. Oh, formidable. C'est pour Je vais me 2024. payer un track. 2024. Bon. Monumental, mais Alors, dans ce livre, il y a aussi beaucoup de choses très intimes de vous. oui. Je ne savais pas à 22 ans le cancer que vous avez eu. Et je ne savais pas, c'est ça, hein. Oui, oui, c'est ça. Et je ne savais pas également que ces 3 ouvrages vous avaient considérablement changé la vie. Oui, complètement. Pourquoi? Alors en fait, c'est pas ce livre qui parle le plus Non, du problème du cancer. absolument. Et Mais vous c'est- l'évoquez quand même. Je l'évoque parce que je ne peux pas faire autrement. Et en fait, quand on me parle du cancer, c'est vrai que je ne me sens plus concernée. Parce que je ne suis pas en rémission, je suis guérie. Oui, guéri, absolument. Mais réellement, et que si demain il se passait quelque chose dans ce sens, ce serait un autre problème. Ce serait un autre, mais pas de ce que j'ai eu. Mais en revanche, je sens que il y a tellement de cancers aujourd'hui. Il y a une explosion de cancers. Et je sais que mon expérience peut aider les autres. Et c'est dans ce sens que j'en reparle, alors que ce n'est pas forcément sur ce chemin que j'ai envie d'aller. Mais néanmoins, c'est cette épreuve-là de ma vie qui a été
je pense que plus difficile quand on a 22 ans, C'est sûr. c'est pas évident. Et que j'ai eu la chance, mais vraiment la chance, d'abord de vivre ça tôt, parce que ce que j'ai compris à cet âge, ça m'a permis d'avoir du temps devant moi pour réaliser. Oui. Et puis j'ai compris très vite la valeur de la vie, le cadeau que ça pouvait représenter d'être en bonne santé. Mais comme les murs, en fait, et mes repères de ma vie d'alors avaient pouf, explosé totalement, j'ai eu la chance à ce moment-là de comprendre que ma solution, c'était la spiritualité. La Et spiritualité. l'ouverture, cette porte m'a été ouverte par le prophète. C'est le premier livre qu'on m'a offert et ça a été pour moi magique. Ça a été, je ne peux pas expliquer, c'est que tout d'un coup, ça a fait... La porte s'ouvre. Voilà, j'ai ouvert cette porte qui a été extraordinaire. Mais ça vraiment, ça a été une fulgurance. Ouais. Un mot sur les deux autres? Ah ben oui, pas qu'un mot. C'est qu'après, j'ai lu le livre tibétain de la vie et de la mort. Et que ensuite, je suis allée suivre les enseignements de justement Tsogyal Rinpoché, qui, même s'il n'a pas toujours été un homme formidable, a été en tout cas un guide spirituel qui a énormément fait pour le Dharma en Occident et qui a été un enseignant vraiment, vraiment formidable. Et moi qui m'a énormément fait grandir et apporté dans ses enseignements. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie faire mon documentaire, parce que j'ai tellement acquis de connaissances profondes avec justement ces enseignements que j'ai eu envie de rendre ce que j'avais appris. Et je suis partie faire mon documentaire d'Akini, le féminin de la sagesse, où j'ai rencontré des femmes tellement magnifiques. Mais d'ailleurs, en fait, quand j'ai sorti mon premier livre, qui était Trouver le chemin, c'était pour parler des femmes que j'ai rencontrées lors de mon documentaire. Et en fait, puisque je parlais de ces femmes de sagesse, et qu'on m'a dit pourquoi le bouddhisme, est-ce que c'est pas important que tu en parles? C'est là que j'ai lâché ce qui en fait était mon secret depuis bien longtemps, depuis plus de 20 ans déjà, et que je cachais soigneusement lors d'interviews parce que je voulais surtout pas parler de la maladie. C'était pas l'image que je projetais. Je voulais continuer à projeter une image de santé, de bonheur, tout va bien et tout. Et l'autre livre qui a maintenant disparu de l'écran, qui sont les chemins de la sagesse, alors là, il y a 3 tomes, et c'est tellement... c'est d'une telle évidence. Et j'ai la chance de rencontrer Arnaud Desjardins. Et c'est lui aussi, d'ailleurs, qui m'avait parlé du soufisme, que je ne connaissais pas. Et le soufisme était une branche de l'islam. Donc, comme quoi, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Parce que le soufisme est une des religions la plus tolérante et magnifique qui soit. Mais malheureusement, voilà, moi, évidemment, je suis contre tout intégrisme, quel qu'il soit, de quelque religion que ce soit, parce que c'est la porte ouverte à tous les extrêmes et tout ce qu'on voit de plus terrible sur cette planète. Évidemment. Alors, sur la spiritualité, vous dites, c'est une notion, ou plutôt une conscience de l'instant présent, de l'impertinence, du lâcher-prise, de l'interdépendance et de la responsabilité que l'on peut avoir envers l'autre. Mais oui, parce que on a tendance à oublier qu'on fait partie d'un tout. Et justement, quand on parlait de méditation tout à l'heure, c'est quand on est en méditation qu'on se rend compte de cette autre dimension qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'on sort tout d'un coup de ce quotidien qui règle nos vies et on se rend compte qu'on est en fait soumis à une règle bien plus grande, qui est celle de la communion avec l'univers. Et dans cet univers, il y a toutes les formes de vie qui marchent avec nous. Et il ne faut jamais l'oublier. On fait partie d'un tout et nous, on est... Tout petit, la matière qu'on a dans ce corps, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Il y a plus de vide que de plein. Et moi, je suis tellement consciente de tout ça, mais on est des êtres de lumière. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et la lumière, il y a des choses par lesquelles elle ne peut pas être atteinte, à commencer par la peur. Donc c'est à ça qu'il faut se raccrocher, il faut s'entourer de lumière. Et la méditation permet de faire ça. La méditation permet d'être dans ce fameux présent. Ça veut dire que dès que vous avez... On perçoit tout différemment, on ressent tout, on se ressent différemment, mais on ressent tout différemment. Ça veut dire que dès que vous avez une appréhension, une peur, une angoisse, quelle qu'elle soit, vous vous retranchez, vous vous retrouvez dans cet instant présent de la méditation? Oui. Ah oui, c'est réellement la seule chose qui m'apaise avec... être avec Sheila. Ah oui. Ou être dans une forêt,
Oui, la aussi. nature, Ah vous ouais, en la parlez nature évidemment, la m'apaise. connexion avec la La nature. nature, les animaux, Eh oui. parce que c'est une connexion tellement extraordinaire. Et moi, je la regarde plus de la même façon, cette nature, depuis que je sais comment elle chante, depuis que je sais comment elle vibre, depuis que je sais que j'ai lu ne serait-ce que l'histoire des arbres, la vie secrète des arbres. C'est magique tout ça. Donc du coup, au lieu de simplement se promener dans la nature, dans une forêt, on sait que les arbres sont en train de nous parler, en Hmm. même temps de chanter entre eux, de communiquer par leurs racines. Et c'est un cadeau. On a le sentiment, quand on vous écoute, Véronique, que vous parlez de spiritualité parce qu'il faut mettre effectivement un nom sur ce que vous ressentez, mais on a le sentiment que ce côté intuitif, cette intuition plus que vous avez, elle va même au-delà de cela. C'est-à-dire que peut-être de la médiumnité, peut-être de la clairaudience, peut-être des choses Je comme ne ça. sais pas. Vous avez ça? Je ne Ou sais vous pas. n'osez pas vous l'avouer? je, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Maman était médium. Maman était psychographologue et médium. Et elle était très forte, ma petite maman. Mais on m'a dit que j'avais le don, mais je n'ai pas, j'ai pas cherché à le Dans vos ressentis, parce que développer. alors, vous parlez des Peut-être, synchronicités, par exemple. peut-être. Vous parlez des Mm. synchronicités dans votre Oui, 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 ouvrage. j'ai des choses pas Mais troublantes qui m'arrivent. je me demande si la limite n'est pas là. Et je suis toujours très attiré par le fait d'essayer de vous pousser un petit peu dans vos retranchements sur. Vous avez évidemment ces ressentis-là. Ça paraît improbable autrement. C'est-à-dire que la sensibilité que vous avez quand vous parlez de la nature, quand vous parlez du ressenti des gens, quand vous parlez justement de cette méditation, de ce travail d'introspection que vous faites régulièrement, vous avez une connexion particulière. Mais je crois que cette connexion, je dis, c'est à l'univers d'une façon, mais vraiment, Mm. je sais pas comment expliquer. C'est cet univers qui entre, quoi. Mm. Et je ressens tout, ce qui n'est pas toujours très confortable, hein. Parce que quelquefois, ça rentre trop fort. Ouais. Et ce que je capte me bouscule Ça très peut très être douloureux. fort, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin, souvent, de revenir. Souvent. D'où Parce le que fait d'être à la campagne. parce que, exactement. Mm. Ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment fait le choix d'être à la campagne, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Il y a trop de choses qui m'agressent dans cette. Alors effectivement, je suis passée de la médiumnité, mais ce que je ressens dans les grandes villes, c'est pas. Il y a trop de stress, trop d'énergie qui me bouscule inutilement. Moi, je veux bien être bousculée, si ça aide. Si je suis bousculée pour une bonne raison, Mm. et si d'être bousculée fort, même de souffrir par moment, mais si ça peut aider l'autre ou faire avancer le schmilblick, comme Mm. disait Coluche, Mm. ok. Mais souffrir pour rien, non. Vous dites qu'il faut écouter son corps. Oui. Ça, c'est important. Et vous avez une très belle phrase qui dit « La vague n'appartient pas au surfeur, Non. mais la façon dont il va la négocier, dont il va garder Lui son appartient. équilibre, n'appartient en revanche qu'à lui. Ben, bien sûr. Mais ça, c'est pour tout. C'est pour tout. On ne peut pas éviter les vagues dans une vie. Je dirais que on a été programmé de toute façon pour être sur un océan. Un océan, c'est jamais calme. Mm. La vie, c'est une mer qui est parfois calme et qui se déchaîne. Pas forcément évidemment au moment où vous y attendez, pas forcément au moment où vous êtes prêt. Et il faut gérer ces émotions, ces chagrins, ces séparations, ces ruptures avec ces inconforts. C'est évident, c'est incontournable. Mais en revanche, si on vous envoie des épreuves, vous pouvez effectivement les gérer à votre guise, selon l'intention que vous y mettez. Ça, c'est notre choix. Ça, c'est à notre portée. Et c'est vrai que quand on est armé de la spiritualité, avec des grandes notions comme l'impermanence, qui est donc accepter que les choses ne durent pas. Elles durent ce qu'elles durent, mais on sait qu'elles peuvent basculer. Quand on ne sait pas, ça bascule. Ah tiens, c'est bête, je ne m'y attendais pas à ce moment-là, mais bon, c'est maintenant, je fais avec. On sait aussi que le lâcher-prise est un outil, parce qu'il vous aide à vous calmer au lieu de vous énerver sur quelque chose, parce que ce n'est pas le moment. Que l'interdépendance est indissociable d'une vie, et que quelque part, ça aide aussi, parce qu'on n'est pas seul. Cette interdépendance fait qu'on ne se sent jamais seul. En fait, on n'est pas seul. C'est parce qu'on ne sait pas communiquer avec plus grand que soi qu'on se sent seul. Mais si on accepte d'être tout petit au milieu de quelque chose de bien plus grand, mais qu'on peut ressentir et que ça ne tient qu'à nous, on n'est pas seul. Mais il faut trouver cette dimension en soi.
Alors quand vous dites, quand je disais écouter son corps, c'était aussi pour parler de sport, d'activité physique. Vous n'aimez pas la marche, visiblement. J'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle me, Non, mais vous ne faites c'est pas partie de ces qu'elle me gens, Véronique. fatigue. Mais vous ne faites pas Ça va. partie de ces gens. Vous savez, il y a plein de gens qui disent qu'il faut aller marcher, par exemple, en forêt. C'est aussi une façon de méditer, par Oui. exemple, et de faire le vide. Est-ce que vous faites partie de ces gens comme moi, par exemple, qui, quand ils marchent, c'est précisément l'instant où ils cogitent le plus? Euh, Pourquoi vous n'aimez pas marcher? Parce que, parce que ça me fatigue, ça me donne des chutes de tension de marcher. C'est idiot. Alors que courir, j'ai beaucoup couru parce que je faisais beaucoup de sport, donc handball, tennis et tout, on court beaucoup quand même. Eh ben, ça m'a jamais autant fatigué que de marcher. Mais en fait, marcher pour marcher, ça me plaît Ouais, pas. ouais. Donc ça me fatigue. En fait, quand je fais un truc qui me plaît pas, ça me fatigue. Comme beaucoup de gens, hein. Donc vous C'est, sortez simplement la chienne. mais voilà, quand tout. je la sors, oui, mais c'est vrai que je pense beaucoup en fait quand je marche, mais oui, ma Bah oui, Sheila, ma je chérie. sais, parce qu'elle a vu rentrer quelqu'un qui est synonyme de câlin. C'est vrai? C'est ça qu'elle a. Oh, tu es belle, ma chérie, tu es magnifique, tu te balades comme tu veux, tu es chez toi ici, il n'y a pas de souci. Non, Euh, mais voilà, en revanche, mais, petit sport, petite mais séance pour de autant, gym le soir. en forêt, Oui, quand on est dans la conscience dont on parlait tout à l'heure, oui. là, là, je m'ennuie pas et là, je me fatigue pas. Hmm, Parce que je fais, en même temps, je fais plein de choses. C'est de marcher sans but, en fait. Mais ouais, si je dois escalader ou passer dans un endroit un peu difficile, donc il y a un espèce de petit challenge, ouais, là, je fatigue pas. ouais. Un petit peu de gymnastique le soir, Ah bah oui, petite ah séance de mais oui, 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 moi, gymnastique. alors ça, je fais. Ouais. Ça, je ne déroge pas. Je déroge pas, un petit peu de gym le soir, des étirements, un peu plus de yoga, en fait, que de gymnastique. Parce que faire c'est de l'abdos le soir, c'est pas Non, terrible, une ouais. gymnastique douce. Mais c'est, bien sûr, c'est hyper important de faire ça. Alors, autre thématique que vous vous abordez dans votre livre, le présent est mon refuge, la gratitude. Ben oui. Ça, la gratitude, vous en parlez, et vous parlez notamment, vous faites référence à la série dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, Demain nous appartient sur TF1, qui est tournée à 7. Oui. Vous avez beaucoup de gratitude pour l'ensemble des équipes, pour l'ensemble des gens avec qui vous travaillez, et avec, J'ai parlé de gratitude dans le cadre de Demain nous appartient. vous parlez de ça, parce que vous faites référence justement à tous ces comédiens que vous trouvez formidables, qui travaillent beaucoup, et vous dites d'ailleurs, à tort ou à raison, ce monde, et notamment le monde du cinéma ou de la télévision, ce monde a toujours eu la réputation d'être un panier de crabes, mais quand même, je trouve qu'avec le temps, il est devenu de plus en plus cruel. Le respect s'est un petit peu perdu en route. Je suis si privilégié d'avoir connu ce que j'ai connu à la belle époque. Là encore, je suis dans la gratitude pour ce que j'ai Ah, vécu et dans la gratitude oui, pour les comédiens c'est avec ça, mais je lesquels me je disais, mais travaille. j'ai pas écrit ça. Oui, ok. Je suis dans la gratitude, je dis, d'avoir connu ce que j'ai Oui, connu. d'avoir connu ça, C'est ça. cette époque-là. C'est en gratitude envers la vie qui m'a beaucoup gâtée. Hmm. Qui m'a beaucoup gâtée de me donner vraiment la chance d'avoir d'aborder des rôles magnifiques, Oui. de faire des voyages qui m'ont amené des expériences extraordinaires. Et donc cette gratitude-là, je l'ai très très fort. Et je suis contente aujourd'hui de rencontrer effectivement des comédiens superbes que j'ai rencontrés sur Demain nous appartient. Hmm. Je parle de cette gratitude-là. Je parle aussi de la gratitude. Il y a plusieurs gratitudes. La gratitude, moi, c'est vrai que je l'ai très fort en moi, qu'elle est à ma conscience, je vais dire, en permanence. Parce que c'est dans le remerciement de l'instant que je croise. Ça peut être un sourire, ça peut être un joli moment, une rencontre avec quelqu'un. Je suis en gratitude parce qu'un moment qui aurait pu ne pas exister, mais qui existe et qui est joyeux. Donc moi, je grappille tout ce qui est joyeux et je dis merci. C'est vraiment, c'est une habitude, c'est un réflexe que j'ai, qui est réel et profond. Donc cette gratitude-là, oui. Hmm. Et puis de me lever, de me réveiller le matin, d'être en bonne santé, de pouvoir marcher, courir, faire ma gym, dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, que rien ne pose problème. Ça aussi, c'est la gratitude d'être, que la vie me maintienne en bonne santé, parce que d'avoir perdu la santé à une époque de ma vie, ça me permet d'être en gratitude aujourd'hui Ouais. de l'avoir et de tout faire pour la garder et bien la protéger. Et puis cette gratitude aussi qui gêne parfois des personnes qui en ont croisé d'autres à un moment difficile de leur vie. Et ces personnes les ont aidées, poussées, sollicitées. Et tout d'un coup, quand elles ont réussi, elles évacuent ces personnes-là de leur vie parce que ça les gêne. C'est comme un rappel de leur vie qui a été moins brillante, où ils n'ont pas été trop à leur avantage. Moi, je trouve que c'est formidable que quelqu'un, à ce moment-là, dans votre vie, ait pensé à vous,
vous ait consolé, vous ait poussé, ait cru en vous tout simplement. Il y en a plein qui traversent une vie sans que jamais personne ne croit en eux et leur donne ce coup de pouce, C'est vrai. quelquefois simplement moral, Mm. d'amitié, d'amour, qui fait qu'ils ils partent plus vite, ils partent mieux. Il ne faut jamais oublier ça. Moi, j'oublie rien. Je n'oublie jamais ceux qui m'ont aidé, ceux qui à un moment de ma vie ont été importants. Jamais. Vous dites, je n'oublie rien. Est-ce que vous pardonnez, Oui. même si vous n'oubliez pas? Mais bien sûr, bien sûr. Ça sert à rien de ne pas pardonner. Mais c'est vrai que j'oublie pas. Mais ne pas pardonner, ça veut dire qu'on laisse une émotion négative en soi. Une forme de rancœur, une colère. Et ça, ce sont des émotions qu'il faut mettre au panier tout de suite. Est-ce que vous allez jusqu'à dire à la personne en question que vous lui pardonnez? Non, parce que généralement, je les revois pas. Oui. Mais si je les revois, franchement, ils font, à partir du moment où ils font plus partie de comment je pourrais dire, de cette lutte intérieure qui peut avoir jailli à un moment, c'est plus un problème. Euh, Est-ce que c'est la sagesse de la maturité mais qui parle ou est-ce que c'est je- une philosophie de vie que vous avez depuis toujours? ça veut rien dire depuis toujours. D'accord. Toujours, c'est trop vague. En Bah, fait, c'est depuis depuis 22 le ans. jour où on a compris ça, Voilà. en fait. Où on a compris que c'était important de se détacher des émotions négatives. Et de ne pas pardonner laisse en soi des émotions négatives qui nous empêchent, qui sont des freins, qui sont plus des empêcheurs de tourner en rond et de vivre juste qu'autre chose. Donc c'est important de pardonner. Autant il y a des choses quelquefois qui sont tellement décevantes qu'on ne peut pas les oublier comme ça. Mais l'important c'est qu'elles ne nous gênent plus, c'est qu'elles ne nous encombrent plus. Et à partir du moment où elles ne nous encombrent plus, il y a une réelle distance. Et puis à un moment, finalement, on se rend compte qu'on a totalement pardonné et Hmm. qu'on peut même revoir la personne, peut-être, et que ça pose même plus le moindre problème. Je pense aussi, à un moment, so what. Oui, c'est Il y a ça. des choses qui ont une telle importance au moment où on les vit, Oui. et puis tout d'un coup, après, on se dit, mon Dieu, Avec je me le suis mis dans recul, cet état bien pour sûr, ça, bien sûr. tout ça pour Tout ça, ça pour ça, finalement. oui, C'est bien sûr. le temps, il ne faut jamais oublier que le temps est un tel allié. Hmm. Dans votre ouvrage, je rappelle, hein, Le présent est mon refuge, aux éditions IXO, vous parlez également de la conscience, vous parlez des émotions, vous parlez des synchronicités. Racontez-moi une synchronicité, celle qui vous a le plus marqué. Ah, Quel exemple prendriez-vous? quel exemple je prendrais? Vous dites que vous êtes très très attentive à tous les signes. Oui. euh, euh, Quand j'ai perdu quelqu'un de très cher dans ma vie et qui m'appelait Bouffi, ça m'allait pas forcément. Non, pas vraiment. Mais j'ai jamais compris. Mais vous savez l'expression, tu Oui. l'as dit Bouffi. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça. donc c'était un jeu Ok. entre nous. Il me dit, tu l'as dit Bouffi. Et puis cette personne est partie Ouais. visiter les étoiles Ouais. un jour. Et j'étais avec un ami et je pensais justement à cette personne. Et il m'a dit, allez Bouffi. Et jamais il m'avait appelé par ce mot. Jamais. Et je me dis, si ça, c'est pas de la connexion. Et puis quand cette personne est partie aussi, j'ai vu tout d'un coup passer des camions avec son prénom écrit dessus. J'ai dit, mais j'ai jamais vu ces camions-là, j'ai jamais vu des camions qui avaient ce nom. Alors, est-ce que c'est que tout d'un coup, on voit ce qu'on ne sait aussi, hein, je ne sais pas, mais enfin, c'était extrêmement troublant. Extrêmement troublant. Extrêmement troublant. Voilà, c'est des petites choses qui me sont restées Ouais. euh, en tête. Une fois, quand mon grand-père est décédé aussi, tout d'un coup, j'ai senti une odeur de pipe qui est venue comme ça. Il y a il y a des choses. Moi, de toute façon, je crois là-dedans. Maman m'avait dit qu'elle viendrait me donner des signes. Alors, quelquefois, je l'engueule. Je lui dis, quand même, franchement, tu me gâtes pas beaucoup Oui, en c'est ça. signes, hein. Ouais. Mais et il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une grande conversation avec elle. Je Oh. me suis allongée sur son lit que j'ai gardé dans ma maison, dans une pièce. Et je lui ai parlé de ma fille, avec qui j'aurais tellement eu envie qu'elle établisse un lien plus longtemps. Et quand je suis rentrée à la maison, il y avait la bande dessinée qui était le Tibet, l'espoir dans l'exil. Mmh. Et je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là, cette bande? Je l'ouvre
Et c'était l'exemplaire qui lui avait été dédicacé, qui était à Colette. Voilà. C'est quand même... Ouais. voilà, bon. Qu'est-ce que la matière? Qui gère la matière à un moment et tout? Pourquoi est-ce que tout d'un coup je passais tout le temps devant cet endroit-là, tout le temps, au moins 6 fois par jour? Pourquoi est-ce que tout d'un coup je le vois? Ouais. Et c'est l'exemplaire qui est dédicacé Ouais, c'est celui-là. à ma mère. Oui, ça c'est celui-là. un petit bel espoir dans l'exil. Mais vous l'accueillez comme un signe ou vous l'accueillez en vous disant c'est quand même étrange? Moi je l'accueille, ça me fait sourire. J'en souris, ça me fait sourire. Ça m'apporte ça m'apporte du sourire parce que je me dis, aussi. mais c'est comme quand elle est partie. J'ai aussi j'ai un appareil. Vous savez, elle enregistrait ses cassettes sur un petit appareil où il faut appuyer quand même bien fort pour faire play. Ouais, c'est ça. Et Avec les grosses touches. les deux doigts ou le ouais. play, franchement. Et j'avais mon oreiller dessus. Puis à un moment, j'entends un bruit bizarre et je cherche. Et tout d'un coup, je réalise que c'est sous l'oreiller. Et en fait, il y avait le truc qui s'était mis en route sous le poids de l'oreiller. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il n'y avait pas de pile. Mais ça s'était mis en route néanmoins. Et c'était l'appareil de maman que j'avais gardé près de mon lit. Donc voilà, on croit, on n'y croit pas. De toute façon, tant pis, les gens qui n'y croient pas, c'est pas grave. Et les gens qui croient, ils savent aussi de quoi je parle. On n'est pas obligé de croire. Moi, ça me fait du bien de croire. Au pire, quelquefois, je me dis, si tout ce en quoi je crois, c'est-à-dire qu'on revient à l'importance de bien vivre cette vie, c'est aussi la façon dont on s'en va, aussi, donc c'est important, de bien vivre, c'est bien mourir. De toute façon, on sait qu'on est pour mourir. Alors, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, mais autant partir en ayant fait un maximum de choses bien. Je pense que c'est une meilleure façon d'arriver, de moins avoir peur du voyage, on va dire intermédiaire. On va dire voyage final, on va dire intermédiaire, entre un autre voyage. Et donc c'est important. Moi, je crois que c'est pas la fin de tout, le départ de ce corps. Donc, mais quelquefois, je me dis, si au pire, c'était ça, eh ben, ça m'aura consolé et aidé à vivre mieux le départ des êtres que j'aimais et que j'aime toujours au-delà des étoiles. Et voilà. Mais je crois qu'il y a autre chose. Ouais, ça me paraît juste une évidence pour moi. Je ne peux pas croire que tout prenne fin. C'est comme quand j'ai vu mon père dans son cercueil, c'était tout d'un coup devenu une petite dépouille toute rétrécie devant laquelle je n'ai rien ressenti. Alors que je lui tenais la main quand il était dans la phase terminale de sa vie et que je lui ai parlé peut-être pendant 2 heures et que je sais qu'il m'entendait, que sa main, je sais que je sentais sa présence. Et il a attendu, que j'arrive, je rentrais de Londres et que je parte pour s'en aller, mais je sais qu'on a été qu'on a été en communion à ce moment-là, j'en suis mais intimement persuadée. Et ça n'était pas lui qui et était... moi, non. Voilà, Et mon frère ne voulait pas me protéger, que je vois. Mais moi, c'est pas mon père que j'ai vu, c'est une dépouille. Une enveloppe. Une enveloppe, mais qui ne ressemblait absolument pas. C'était flagrant. C'était flagrant. Par contre, c'est vrai que quand j'ai vu le corps de maman, elle venait d'avoir son accident et elle était encore là. C'était pas du tout la même chose. Mais c'est marrant, comme j'ai vécu ces 2 départs d'une façon très très différente. Maman, pour moi, elle est là. C'est très bizarre. Maman, je la ressens tout le temps. Vous parliez de la médiumnité de votre maman, votre papa, non? Papa, je pense pas. Et pourtant, un jour, il s'était amusé à essayer. Maman était médium, elle écrivait en écriture automatique. C'était son support. Et papa, un jour, a essayé. Et bien, il y est arrivé. Je me souviens, il a écrit le mot oreiller. Et en cherchant, il y avait un certain monsieur Oreiller qui avait été un des gars qui était avec lui pendant un service militaire, je crois. Viendrais-je d'une famille de médiums dont un était méconnu? Je ne sais pas, mon petit papa. Mon petit papa, il n'était pas du tout là-dessus. Oui, sur ça, mais peut-être qu'il l'était plus qu'il le croyait. Justement, est-ce que vous avez cherché à savoir, quand on fait par exemple de l'hypnose régressive, quand on fait un travail de transgénérationnel, est-ce que vous avez cherché à savoir? À savoir quoi exactement? D'où vous venez? D'où je viens? Qu'y a-t-il eu avant? Alors, maman m'avait dit que j'avais été maître de danse dans la vie la plus proche, que j'avais été maître de danse. Précédente. Et ça m'a parlé. Ça me parle beaucoup.
ça m'a beaucoup parlé quand elle m'a dit ça. Parce qu'elle faisait évidemment des régressions en vie antérieure. J'ai assisté à des choses tellement, tellement folles que moi, je peux pas, je peux pas douter. Bien Parce que sûr. j'ai assisté à des séances tellement dingues. Euh, à quelqu'un que je connaissais, à qui elle a fait entre autres elle faisait une consultation, et à un moment elle a pris, j'ai vu les poils tout d'un coup le style où elle fait ça, et j'ai vu les poils de sa main, pouf, de son bras, se dresser tout d'un coup, et à ce moment-là c'est parti, et elle est entrée donc en relation avec son guide son guide, je pense que c'était son guide qui disait, et euh, elle lui dit bon, il y a un problème avec votre grand-mère. Hmm. Je ne sais pas. Elle continue, et en fait, la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, je ne sais plus, était très mécontente parce qu'en fait, il était venu parce qu'il y avait des manifestations bizarres dans la maison. Et donc, quelqu'un, grand-mère ou arrière-grand-mère, je ne me souviens plus, franchement, disait qu'elle n'avait pas sa stèle dans le jardin et que c'était la seule à ne pas l'avoir. Mais lui n'était absolument pas au courant de ça. Donc, il a demandé à ses parents s'il y avait une histoire de stèle que sa grand-mère ou son aurait pu ne pas avoir. Et effectivement, elle n'avait pas sa stèle. Ils ont fait mettre une stèle. Incroyable. Et il n'y a plus de manifestation dans la maison. Alors encore une fois, on n'y Là croit aussi, pas, bien sûr, bien mais c'est sûr. quand même troublant. Mais vous n'avez jamais expérimenté sur vous? Vous n'avez jamais fait de séance de régressive ou de choses comme Non, ça? j'ai jamais Non. fait. Par peur? Ça me plaît pas Parce que trop, oui, vous n'en avez pas l'hypnose. besoin. J'éprouve pas ce besoin, D'accord. en tout cas. Mm. J'éprouve pas le besoin de savoir qui j'ai été. Maman m'a dit quelque chose, ça m'a aidé et à comprendre beaucoup de choses dans cette vie-là. Mais j'ai pas besoin de tout savoir. Je fais de mon mieux avec cette vie-là. J'ai pas besoin de tout savoir, absolument. Le jour où quelque chose se passera qui me manque, moi, je vis des choses tellement incroyables dans ma vie déjà, que j'ai du boulot avec celle-là. Alors, si en plus on m'en rajoute Ouais. d'autres à résoudre, ça va. Ouais. Mais ne serait-ce que l'arrivée de ma fille dans ma vie, Mm. il y avait une chance sur 1 milliard que j'hérite dans ma vie de ce petit oiseau du toit du monde quand même. Quand même, c'est un truc de fou quand j'y réfléchis. Quelquefois, je la regarde, j'ai l'impression qu'elle est depuis toujours dans ma vie. Et je me dis, mais non, en fait, jusqu'à 7 ans, elle était sur le toit du monde. Mm. Ensuite, elle était en Inde. Et moi, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là, parce que je pense qu'elle faisait partie de... Voilà, je pense que l'univers en avait décidé ainsi, qu'elle était programmée dans ma vie depuis longtemps. Évidemment, avec une maman comme ça, est-ce qu'elle est dans cette même philosophie de vie que vous? Oui, mais malheureusement, on la reconnaît pas bien là. C'est Non? pas Alors tellement elle. j'en ai pas Elle d'autres, est, mais bon. Elle est beaucoup plus fine. Oui, oui, Ça, oui. c'était au tout début, en fait, Ouais. quand elle est arrivée. C'était au tout début. Elle a beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup. Et elle est dans cette philosophie, mais je me rends compte que malgré tout, elle est aussi dans la problématique des jeunes de son âge. Et aujourd'hui, je constate quand même que la jeunesse a beaucoup de problèmes Ouais. à trouver des repères. Quel âge elle a aujourd'hui? Elle a 24 ans, elle 24 va avoir ans. 25 ans bientôt. Et c'est compliqué pour les jeunes. C'est compliqué parce qu'ils sont à une bascule du monde. Moi, je la vois, cette bascule. Si on n'est pas en crise, hein, c'est ce qu'on nous raconte encore. C'est pas une crise, c'est une bascule. On passe dans un autre monde avec l'intelligence artificielle, avec le métavers. C'est évident. Ça vous fait peur? Non. Peur, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir peur. Ça m'interpelle parfois. Je me dis, Est-ce que vous avez comment peur va être pour la elle? vie quand on va être là-dedans? Est-ce que vous avez peur pour elle? Mais voilà, j'ai juste peur pour elle. Pour moi, non. Mais oui, je me dis que... Non, je me dis en fait que c'est dommage. Parce que eux, malgré tout, ils évoluent avec, ils grandissent avec. Donc nous, on est d'une autre génération où on a du mal à grandir avec un truc qui... Moi, ça me dépasse complètement. Puis ça m'intéresse tellement pas que j'ai pas envie de... En plus de m'y plonger, je vous cache pas, je suis une béotienne totale là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Mais donc, c'est ma fille qui s'occupe de plein de choses dans ces cas-là, Bien sûr. ou mon chéri, voilà, qui est beaucoup plus doué que moi. Oui, pour les jeunes, c'est difficile, malgré tout, parce que la vie est beaucoup moins joyeuse, beaucoup moins ouverte qu'elle l'était à notre époque. Donc, c'est dommage, voilà. Alors, c'est dommage. Mais je pense qu'elle fera son chemin, parce que de toute façon, elle est adaptable, elle est maligne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle l'a en elle, mais elle l'a dans sa tête pour le moment. Elle l'a dans sa tête,
mais elle ne l'a pas encore réussi Assimilé. à l'engrammer, on va dire. Mmh. Donc, elle n'arrive pas encore à dépasser ses peurs. Mais elle médite beaucoup. Ouais, c'est Elle ce que fait. j'allais lui demander. Ouais. Ah oui, Ouais. elle médite, elle médite beaucoup. Et elle fait beaucoup de jujitsu. Elle, elle a arrêté là pour Elle le a moment, arrêté mais elle en Bon. faisait beaucoup. Ouais. Oui, oui. Mais là, elle est plutôt sur des stages, caméra et tout, parce qu'elle veut être Bah, dans, le évidemment, même, je me doute dans bien. le même métier, mais de l'autre côté, elle. Mais bon, en même temps, à ce moment, elle est sur une expérience comme comédienne. Je sens, elle sera artiste. Ah oui, évidemment. Être artiste, ça rassemble tellement de Si vous de ne l'aviez choses. pas été, Artiste? Ouais. Oui. qu'auriez-vous fait? J'aurais peut-être suivi la voie qui me plaisait à l'époque, qui était les langues, donc le professorat d'anglais. Vétérinaire, il aurait fallu que je sois bonne en maths. Donc je crois que l'amour et le sens des animaux, j'ai pu le voir d'ailleurs à l'époque, j'ai un ami qui avait un sens mais incroyable avec les animaux, qui pour autant n'a pas pu être vétérinaire parce qu'il était tellement pas matheux qu'il ratait à chaque fois son concours. Donc moi j'aimais tellement pas les maths que j'aurais pas pu être vétérinaire. Mmh. La passion que j'ai pour les animaux n'aurait pas suffi. Donc ça aurait été certainement dans les langues. Et oui, je vois, oui, professeur, j'en sais rien, je suis pas, c'est-à-dire que je suis tombée dans la marmite Mais oui, tellement très tôt. tôt. Mais J'ai eu oui. 15 ans sur mon premier tournage quand même. Donc j'ai pas eu beaucoup le loisir de me dire, je me suis jamais posé vraiment la question. Ce qui est- Qu'est-ce que j'aurais fait si, parce que ça s'est tellement enchaîné. Mm. Et puis quand il y a des choses qui ont été moins bien, j'en ai fait d'autres. Et puis ça a été une rencontre et qui m'a fait faire encore autre chose. C'est ce qu'il y a de bien quand on est curieux. C'est qu'en fait, on se lance. Ah bah tiens, c'est une expérience. Mm, Allez, je mm, la tente. mm, mm. Mais vous savez, ce qui est formidable avec vous, Véronique, c'est que vous faites partie de ces rares artistes français qui ne sont pas mis dans des cases. Il y a très peu d'artistes qui sont à la fois comédiens, chanteurs, qui sont voilà, et qui ont différentes, qui sont réalisateurs, producteurs. Il n'y en a pas beaucoup. Et on accepte assez peu. Il y a des Patrick Bruel, c'est vrai. il y a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Et vous avez cette chance-là. Mais parce que je crois que ce qui se passe entre le public et moi, je crois que c'est au-delà d'un métier. C'est pas du tout par prétention que je dis ça. Je crois que ça passe par une présence, par un partage, parce que Joëlle, elle a été près d'un public. C'est le cœur qui a parlé. Mm. Oui, j'ai chanté, mais j'ai chanté le générique de Pause Café. Mm. Puis après, ça a été avec Laurent. C'était tellement joli. Mais voilà, c'est l'occasion qui a fait larron. Et puis le livre. Moi, je me sens pas écrivain. Je partage par l'écriture. Je ne sais pas comment dire. Non, mais en fait, vous le faites de manière très spontanée, très Oui, naturelle. j'ai Il n'y a jamais pas eu de de plan de calcul. carrière. Ouais, Jamais. c'est ça. J'ai Mais jamais eu de c'est plan sans de doute pour ça que ça carrière. marche. J'ai jamais eu aucun plan. Moi, je ne sais pas. Je suis incapable de me projeter. J'ai toujours eu ça. Je ne sais jamais où je suis. Je ne cherche pas en plus à le savoir. Quand je suis dans un endroit, j'y suis. Mais je ne sais même pas où il se situe par rapport à autre chose. Donc, quand on s'occupe de tout, le côté contingence d'organiser, c'est très bien. Moi, je suis là. Mais je sais ça ne m'intéresse pas plus que ça, de savoir où je suis. Alors ça peut être troublant, parce que quand je vais quelque part, je dis je monte, et quand j'en viens, je redescends. Mais même si en fait, je fais ça, je monte quand même, parce que je vais, donc je monte. Mais c'est en bas souvent. C'est un détail. Et quand je tournais à l'étranger, eh ben, je ne regardais même pas sur une carte où j'allais. Ça peut paraître bizarre, hein. Mais c'est fou. Mais ça veut dire que vous ne regardez que très rarement dans le passé. Le futur, vous n'avez pas de plan de carrière, donc vous ne le cherchez pas. Et vous êtes vraiment dans cet instant présent. Pour le coup, Je suis vraiment dans l'instant présent. Je suis vraiment dans l'instant présent. Parce que ça m'intéresse d'être dans cet instant présent, parce que je veux pas le passer à côté, parce que je vis plein de jolies choses, j'ai plein de jolies rencontres, c'est dans le présent que je vais trouver les bonnes réponses, c'est pas... Et puis le passé, il fait partie de moi, parce qu'en même temps, on se construit avec un passé. Donc ça sert à rien de faire référence au passé, on le trimballe avec nous. Donc, faut ça veut dire que vous n'anticipez jamais? N'anticiper? Ouais. Ouf, pouf, c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon truc d'anticiper. Non. Mais je suis un peu obligée, en plus je suis taureau. Taureau D'accord. ascendant Gémeaux. Ok. Donc le taureau, il a toujours peur de manquer. Ouais. Donc il anticipe forcément un petit peu. Mais je ne sais pas trop faire.
Parce que en plus, ça sert à rien d'anticiper. Parce qu'on est tellement chopé quelquefois par l'inattendu, par justement cette impermanence qui fait que vous ne savez pas comment vont basculer les choses, que je préfère attendre de voir comment elles basculent. L'anticipation, ça ne sert pas à grand-chose. Ça veut dire que vous faites partie de ces gens qui disent si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Exactement. Je pense que quand l'instant est là, ça sert à rien de. Pour ça, le lâcher prise, c'est hyper important dans la vie, de comprendre que le lâcher prise, c'est indispensable de l'avoir à sa pensée. Sauf que Parce certains vont dire que vous dites ça on parce va que vous... s'accrocher sur des choses, c'est Oui. pas le moment. Oui. C'est se battre contre des moulins à vent, c'est pas écrit que ça va passer maintenant. Et dans 6 mois ou dans 1 an, vous allez pouf, et ça va passer comme une lettre à la poste, parce que c'est le moment. Il faut accepter qu'on ne peut pas. Il y a plein de choses qu'on ne gère pas, qui ne dépendent pas de notre volonté, mais qui sont inscrites. La seule chose dont on est maître, c'est parce qu'on garde quand même notre libre arbitre dans tout ça, et c'est la façon dont on va gérer l'instant qui se présente, avec les émotions qu'on y met. C'est ça qu'on peut faire. Certains vont dire que c'est le discours de quelqu'un qui est privilégié et qui a eu beaucoup de chance dans sa vie, même si votre parcours de vie n'a pas été facile. Mais si, j'ai eu toutes les chances parce que j'ai rencontré les choses au bon moment, que j'ai rencontré les situations au bon moment, que j'ai fait les connaissances au bon moment et que j'ai eu aussi une maman qui m'a orientée vers les médecines intégratives, alternatives, beaucoup grâce à elle. Maman était elle était très visionnaire, maman, elle était très en avance sur son temps. Elle écrivait à l'époque pour Nostra, elle écrivait des articles. Quand je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps, mais je dis mais qu'est-ce qu'elle écrivait? C'était dingue, extraordinaire. C'était un personnage, ma petite maman, qui n'a pas eu... et je dis toujours, non, je dis depuis peu de temps parce que ça m'a semblé une évidence. Je pense qu'elle fait partie de ces gens qui se sont incarnés trop tôt. C'est vraiment l'impression que j'ai tellement forte. Elle est arrivée avec plein de talents, elle n'a jamais pu les vivre. Et à l'époque, quand elle s'est séparée de mon papa et qu'elle avait un chagrin qu'elle n'arrivait pas, donc elle se disait c'est pas possible, il m'achetait un sort. Et elle a montré une photo de lui à un mage à l'époque. Il lui a dit mais pas du tout, c'est simplement le temps qui va faire que les choses vont s'améliorer. Elle dit mais là c'est votre fille. Elle a dit oui. Elle a dit alors vous avez le don, mais votre fille a le pouvoir. Oh, joli. Alors, on n'a pas compris, on n'a pas compris sur le coup. Mais peut-être que ce pouvoir, aujourd'hui, quand j'y pense, je pense que moi, j'avais le pouvoir de réaliser. De réaliser, finalement, parce que si je regarde bien, j'ai réalisé plein de choses. Ma grand-mère voulait chanter, maman voulait être comédienne. Et moi, j'ai fait tout ça. J'ai incarné, en fait, tout ça. Comme si moi, j'étais née pour incarner les choses qui étaient restées dans le désir de ceux qui m'ont précédée. C'est très bizarre. Est-ce que votre maman ou votre papa ont eu plusieurs fois l'occasion de vous dire à quel point ils étaient fiers de vous? C'était pas tellement ce discours-là. Je crois qu'ils ont surtout continué à m'aimer tout simplement. Et c'était surtout ce qu'il fallait faire. Ils m'ont jamais porté, mais je savais que papa était fier quand il voyait. Mais il était fier, je crois, de ce que ses amis lui disaient. Quand c'est ta fille, on l'a vue et tout, ça lui faisait plaisir. Est-ce que maman découpait les petits articles de presse? Il était heureux qu'en fait que ça se passe bien parce que pour le coup ils étaient quand même inquiets, même s'ils ont été avec moi, mes parents d'une façon extraordinaire au début. Malgré tout, forcément ils étaient un petit peu inquiets. Il y a 50 ans de la tournure que risquait de prendre ce métier. Mais bon, en fait ça a très très bien tourné, mais ça aurait pu tourner moins bien. Donc forcément les parents se font toujours des soucis. Donc je crois qu'ils étaient avant tout heureux que ça se passe bien. Et puis maman a partagé pour le coup beaucoup de mes voyages, de tout ce que j'ai fait, en fait, d'une façon beaucoup plus présente parce que c'était comme ça. Je sais que pour mon père c'était
compliqué que je sois pas plus près de lui, mais lui, toute sa vie allait bien. Il avait l'amour, il avait sa vie continuait d'une façon sereine et équilibrante voilà, pour maman, c'était différent. Donc moi, j'étais forcément plus proche d'elle qui en avait besoin. Et c'est elle qui a fait partie de ma vie. Et puis, je crois que c'est que les mamans sont toujours plus proches de leur fille avec le temps et qu'elles partagent beaucoup plus leur vie. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de lui apporter beaucoup de bonheur, de voyage, de complicité, de découverte qu'elle a faites en même temps que moi. Et elle m'a tellement accompagnée dans des moments les plus difficiles de ma vie. Elle a été là, sans faillir. Vous savez ce qui est formidable, Véronique, on va terminer là-dessus, mais parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et c'est vraiment, je pourrais vous garder voilà, avec un téléphone qui sonne, on va le couper, vous pouvez le couper, oui, vous embêtez pas, c'est pas un souci. Allez-y, coupez, voilà, très bien. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne vous imagine pas sans sourire. C'est vrai. On ne vous imagine pas sans sourire. Vous avez sans doute, comme tout le monde, vos phases de moins bien, mais on ne peut pas vous imaginer comme ça. Ben oui, c'est vrai que c'est ce qu'on me dit On doit souvent. vous le dire, ça, Et en vraiment. fait, toutes les photos que je retrouve de moi-même quand j'étais petite, je suis toujours en train de rigoler. C'est ma façon je sais pas. Tant mieux, Je crois que je sans souris doute. comme je marche. C'est beau, c'est magnifique. Je vous montre 3-4 photos et puis je vous libère ensuite là-dessus. Un mot. Alors ça, c'est cher à mon cœur. Ce sont des contes que j'ai coécrits avec ma petite maman, qui elle écrivait beaucoup. Sur tout et sur rien, pour le plaisir d'écrire. Alors, elle balançait des phrases, des idées, et à chaque fois, elle avait un imaginaire tellement fort. Mais ça n'avait pas de suite. C'était ni pour les enfants, c'était plus pour adultes, mais pour enfants en même temps. Et alors moi, je les ai un peu transformés. J'ai mis une morale à la fin. Et puis, et on en a fait des contes pour enfants. Mais je me dis, mais attends, mais c'est tellement joli. Toutes les idées sont d'elle au départ. Alors il y en a, c'est parti quelquefois sur 3 lignes. Et j'ai fait un conte, par exemple, l'éolienne, parce que pour moi, ça m'a parlé tellement fort. Le vent et l'éolienne, pour moi, ça a été immédiatement une femme battue. Ça a été, tout de suite, ça m'a amené des images. Mais et, mais c'était merveilleux d'écrire avec elle. Et je me disais, comme elle est partie, malheureusement, le livre n'était pas encore fait. Et heureusement, et merci Michel Lafon à cette époque, il m'a dit, on le sort quand même. Et on l'a sorti. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est le dernier album que j'ai sorti. Alors, c'est que j'ai produit. La Moi, symbolique des plumes, elle est quand même... Pardon? La symbolique des plumes, Oui. c'était voulu? Il y a une symbolique de la plume. On dit qu'il y a une dimension très spirituelle au travers de la plume. Eh ben, Non, pas du tout? non. Non. Je vous mentirais, en fait, parce que J'allais chercher un truc, mais non, j'adore en fait. les oiseaux, Ok. que la plume, c'est juste pour moi, c'est symbole de légèreté, Vous en parlez des oiseaux d'ailleurs dans le livre. oui, oui, oui. Et c'est du rêve, la plume. J'étais allé chercher un truc autre. Et mais, en fait, je crois, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, que c'est mon beau-fils qui a fait la photo et qui a conçu la pochette et que c'est lui qui avait eu l'idée des plumes. Alors c'est fait, mais vraiment, on dirait une super pochette professionnelle et tout. Mais on a fait ça avec, c'était Système D. Hein. Ouais, c'est ça. C'était Migmar qui envoyait les plumes derrière, Nicolas qui photographiait. Mais voilà, c'est des souvenirs merveilleux ça. Et c'est un garçon qui est plein de talent, qui s'appelle Todor Eristov, qui a adapté les musiques qui étaient à l'origine des berceuses du monde entier et qui sont absolument magnifiques. Et c'est vrai que les mélodies ne sont pas du tout des mélodies enfantines, mais que c'est des mélodies qui calment. Et moi, mes paroles, certaines sont plus pour un enfant que d'autres. Je dirais que c'est de l'amour. C'est des mots d'amour que toute maman pourrait avoir envie de dire à son enfant et ce sont des mots que notre cœur d'enfant aurait besoin d'entendre. Voilà, si je devais résumer rêve. Native, les peuples premiers, ils en vivent Vous des en parlez choses. beaucoup dans votre livre aussi. Oui, parce que c'est important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les peuples premiers ont un message essentiel pour nous, pour nous. Et là, égoïstement,
d'abord, avant de penser de parler d'eux, leur message, dans une époque qui est, encore une fois, difficile, anxiogène, où on a tellement de peur, où on manque de cette faculté qui nous permet de communier, plus que même de communiquer au plus grand, de renouer avec le sacré, qui n'existe plus ni dans nos mots, ni dans notre façon d'être, dans aucune de nos croyances, de nos convictions. Je pense que leur message est à entendre urgemment. Et l'autre message, c'est d'entendre leur détresse. Parce que eux sont dans une réelle détresse. Parce que leur environnement est plus que menacé pour des intérêts, évidemment, de pouvoir. Quand on pense que les Maasai sont éliminés, chassés de leur territoire pour faire un grand parc où sera un parc animalier, oui, mais où il y aura des safaris d'organiser, ce n'est pas forcément la meilleure des choses, et que ces gens doivent garder ces terres ancestrales. Ancestrales, c'est culturel, c'est toute leur histoire, c'est toute leur vie qui est sur ces terres. C'est dramatique de les chasser. Et quand on parle de la forêt amazonienne, de toute cette richesse de la forêt amazonienne, de toutes ces plantes extraordinaires qui sont en train d'être décimées, et les seules personnes qui prennent soin de cette richesse qui existe encore sur notre planète, ce sont les peuples premiers. Et il n'y a aucune loi qui est faite pour les protéger. C'est affreux. Je parlais de natifs parce que vous êtes marraine, je crois. Je suis marraine, une des marraines de Natif, qui est un livre, c'est pas un livre, c'est un magazine. Un magazine qui est magnifique, magnifique, et qui est né il y a à peu près 2 ans, et qui est absolument superbe, et où on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que voilà, lire des livres, des magazines comme Native, c'est s'ouvrir au monde, parce que ça fait tellement partie de notre monde et on n'y pense tellement pas. Et il faut surtout pas sortir ces gens de notre cœur, de notre conscience. Ils sont là, ils sont importants. Et ils ont tellement de choses à nous enseigner. Ils ont tellement de choses à nous enseigner. D'ailleurs, on le voit, et vous faites référence dans le livre aussi. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les voir, de faire vous demander, un séjour. On a reçu évidemment Frédéric Lopez qui est venu ici s'installer, et vous en parlez dans le livre dans Terre Inconnue. Vous ne l'avez pas fait en Terre Inconnue? Je ne l'ai pas fait, et un jour je lui ai dit, mais quand même Terre Inconnue. Il me dit, oui, mais avec toi, ça aurait été un pléonasme. Alors on a fait la parenthèse inattendue, on n'a pas fait Terre Inconnue. Voilà. Vous auriez aimé? J'aurais adoré. J'aurais adoré. Plus dans le froid, plus dans le chaud? C'est-à-dire que j'aime pas le froid. Bon. Mais en même temps, le chaud, il y a tellement de trucs qui vont avec le chaud. Il y a des bestioles quand même qui sont qui vont avec les pays chauds, qui sont pas terribles. Et puis la chaleur, on a beau faire tout ce qu'on veut, mais pas trop de chaleur. Par exemple, quand je suis allée en Indonésie, il faisait chaud, c'est une chaleur humide, mais c'est à une époque qui était supportable. Donc à une époque qui ne fait pas trop chaud, oui, je préférais le chaud tant qu'à faire. Allez, dernière image, parce que j'en avais d'autres à vous proposer. Vous faites référence justement. C'est une phrase extraordinaire. Ça résume tout. Et c'est une phrase, mais vraiment, ce n'est pas s'évader de la réalité. C'est juste c'est approcher la réalité avec d'une façon beaucoup plus sereine. C'est un autre développement de soi. C'est plus de joie. Qui dit sérénité dit joie, dit mieux-être. Donc c'est tout. Donc oui, je prêche pour la méditation, mais qui est un grand mot, mais qu'on peut, mais vraiment approcher d'une façon tellement ludique et simple, même simplement en étant posé contre un arbre, le dos contre un arbre dans une forêt ou auprès d'une rivière, regarder l'eau couler. C'est aller vers le calme qui va permettre d'être à l'écoute de soi et de tout percevoir petit à petit, différemment. Ben oui. C'est magique, la synchronicité, les émotions que ça nous apporte. Parce que moi, ça me remplit de joie. Moi, ça m'apporte de la joie. Parce que je les vois et c'est un clin d'œil. Les synchronicités, pour moi, c'est un clin d'œil. Ah, c'est joliment dit. On termine avec celle de Laurent Gounel. Bien sûr. Parce que le divin, on l'a tous en soi.
on a cette dimension-là. J'en suis intimement persuadée. Et que c'est avant tout ça qu'il faut. Et du coup, si on développe le divin en soi, on voit déjà le diable prend moins d'importance. Et puis, avant de juger les autres, il faut déjà commencer par balayer dans son paillasson. Un bon entendeur. J'allais vous demander pour terminer, la dernière question, c'était quelle est votre définition du bonheur? Mais c'est le titre en fait, votre définition du bonheur. Oui, voilà. Hein? Oui. C'est ça. C'est ma définition. En fait, je n'ai pas de définition du bonheur parce que je trouve que le bonheur, il est déjà tellement évolutif qu'il change en fonction. Quand vous avez 10 ans, quand vous en avez 20, 30, 40, 50, 60, et vous n'avez pas la même notion, la même approche, les mêmes demandes par rapport au bonheur. Et il faut pas trop lui demander. Et puis, mais par contre, ce qu'on lui demande, il faut déjà être capable de mettre des vrais mots. Je voudrais être heureux, mais tout le monde est là pour rechercher le bonheur. Évidemment. Mais il faut savoir vraiment. Il faut essayer qu'il ne soit pas trop flou. Bien sûr. Donc, de mettre les mots sur ce qu'on attend vraiment de la vie. Et puis, tout d'un coup, rien que de mettre les bons mots, déjà, ça va vous aider à y voir plus clair. Ça, j'ai pu le constater quand même. Le présent est mon refuge, aux éditions XO. Véronique Jeannot, j'ai passé un délicieux moment. Eh bien, réciproquement. La chienne va bien? Elle va très elle va très bien. Elle a l'air d'être bien, là, tranquillement. Viens, viens. Ça, vous savez, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça. Mais quand on parle des animaux, ils ont ce supplément d'âme, je dirais. Parce que l'amour inconditionnel que peut avoir un chien pour son maître, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui sont incapables de l'être. Ni de femmes. Et leur amour est totalement dénué d'attente. De calcul. Ils calculent pas. Ils aiment de la façon la plus simple et évidente qui soit. Viens, tu viens. Moi, on te voit à la caméra un petit peu et je les aime. Ben oui, t'es magnifique. Ben oui, t'es belle, ma chérie. Merci infiniment, Véronique. Avec merci beaucoup. Grand plaisir. Long succès, évidemment, à tout cela. Les différents ouvrages, vous allez sur le site de Véronique Jeannot et puis vous avez la possibilité de télécharger aussi et d'acheter les albums, d'acheter les audios. Enfin, il y a plein de choses. Oui, je vais l'enregistrer en audio bientôt. Ouais. Merci, bon retour. Au revoir. Dans votre forêt, votre campagne, oh là là, oui, avec vos animaux et tout ça. Elle me manque, mon Dieu, qu'elle me manque, ma campagne. À très bientôt. Merci à tous. Comme d'habitude, vous partagez, vous commentez. On lira vos commentaires de manière attentive. Salut, à bientôt.